monde et bienvenue à ce webinaire Réussir sa gestion et voilà la certification PMP. J'ai l'immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de nos retours d'expérience QRP. Ça fait quand même un bon moment que cette certification a évolué. Vous savez, depuis janvier 2021, beaucoup de choses ont été mises à jour concernant l'examen, le mode d'apprentissage, les supports de formation, etc. Donc ce webinaire vient comme suite à des webinaires qu'on a déjà animés. Donc on a fait un sur le PMBOK, le Project Management Body of Knowledge version 7. On a fait un aussi en janvier 2021 sur la réforme. Qu'est-ce qui change, voilà, le nouveau mindset de l'examen de la certification PMP. Bon, pour rappel, vous savez que cette mise à jour qui date de janvier 2021 reste la plus importante durant l'historique de cette certification PMP. Jamais cette certification n'a connu autant de changements qu'en janvier 2021. Pour résumer, c'est une certification qui bascule aussi sur l'agilité. Donc avant, c'était un examen 100% sur du waterfall, sur l'approche prédictive. Donc on a introduit l'agilité à moitié. Donc aujourd'hui, votre examen, il est à moitié agile, si on peut dire ça. C'est la première fois où PMI publie un support de cours officiel. On aura le temps aussi d'en parler un peu plus tard dans la base PMI et le Choice. Et ce qui est important aussi, c'est cette nouvelle philosophie qui consiste à dire l'examen, il porte sur les grandes lignes de l'examen, ce qu'on appelle le Exam Content Outline. Donc ce n'est plus la logique, voilà, pour réviser ou pour préparer PMP, on va lire le PMBOK. Avant, c'était le cas, il y avait un seul bouquin, une seule référence, tout le monde utilisait ce référentiel voilà, comme source pour préparer les slides, pour s'entraîner, etc. Donc voilà, l'idée, c'est pas de vous reparler de tout ça, l'idée, c'est de vous parler un peu de nos retours d'expérience. On a pas mal de candidats qui ont passé et réussi leur examen. Donc, on voulait partager avec vous leur retour d'expérience, le style des questions, ce qui change, ce que PMI aime bien vous poser comme question. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, il y a aussi des nouvelles publications qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour vous, pour préparer votre certification, de connaître un peu toutes ces évolutions depuis janvier 2021 et depuis aussi la sortie du PMBOK version 7. Voilà, on va commencer avec la première rubrique de notre webinaire, retour d'expérience lié au passage d'examen PMP. Alors, ce qu'on a remarqué comme formateur, parce qu'on est tout le temps en contact avec nos candidats, c'est que PMI aime bien vous poser des questions sur l'approche hybride. J'ai pas mal de participants qui me confirment par WhatsApp voilà, qu'ils trouvent que au niveau de questions d'examen, ils ont quand même pas mal de questions sur l'approche hybride. Alors, ça veut dire quoi l'approche hybride? Ça veut dire combiner l'approche de gestion classique, dite prédictive ou waterfall, pour faire simple, et l'approche agile. On aime bien vous mettre en situation et dire, vous êtes un chef de projet, vous avez géré une première phase, en phase prédictive, peut-être pour préparer des plans, etc. Et en phase 2, vous basculez en mode agile. Et on vient vous tester sur vos connaissances. Est-ce que vous arrivez quand même à s'adapter et à comprendre que le changement de ce style de management de projet va impacter par exemple le mode d'organisation d'équipe. Ce n'est plus le mode d'organisation d'équipe, ce n'est plus les mêmes responsabilités. Si on prend par exemple le périmètre, le scope, ce n'est plus la même gestion de scope. Vous voyez, donc il faut connaître un peu comment se gère le waterfall, le prédictif, comment on fait les choses dans l'agilité, et on vous teste un peu sur ce changement, sur ce switch, si on peut dire ça, sur les responsabilités, sur les outils de travail. On vous dit, voilà, avant vous étiez avec un Gantt chart, vous étiez avec une structure de découpage WBS, comment vous allez s'adapter maintenant à ce contexte, à ce sprint agile, etc. Donc voilà, vous voyez, donc là, bien sûr, dans notre base de questions d'examen, nous, QRP, on travaille sur ça. D'accord. Donc, on a pas mal de questions dans ce sens pour préparer vraiment les candidats à maîtriser un peu cette notion d'approche hybride. Il faut dire que cette approche aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée en pratique. Ça explique aussi
l'intention de PMI de vous questionner sur ça parce que on aime bien combiner, voilà, ou des sociétés qui commencent un peu leur premier projet agile, ils vont dire, voilà, on va pas basculer à 100% sur l'agilité, on va quand même en profiter des avantages de chaque approche. Et on fait un peu des questions hybrides. Donc, vous voyez, c'est un peu le premier retour d'expérience. Deuxième retour d'expérience qu'on a pu détecter aussi, c'est que l'examen n'est pas du tout orienté calcul. Vous savez, historiquement, hein, il y a des petites formules. Hein, on parle de Earned Value Management, la gestion par la valeur acquise. Comment calculer les écarts sur les coûts, comment calculer les écarts sur les délais, comment calculer des indices de performance, des coûts, des délais. Pour mesurer ou comparer la rentabilité de deux projets, on va calculer une valeur actuelle nette. On va comparer les avantages aux coûts, différents coûts. On va utiliser un ROI. On continue toujours à expliquer comment calculer, parce qu'on est conscient que pour interpréter déjà, il faut savoir comment calculer. Donc nous, sur nos questions, sur nos modes de préparation, on explique les formules, on fait des exemples chiffrés, mais surtout, on insiste sur l'interprétation. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que aujourd'hui, on ne va pas vous poser des questions en examen, genre calculer hein, la valeur acquise ou calculer des écarts, mais on vous donne peut-être des écarts, des indices, et on vous demande de calculer. Bon, de toute façon, vous savez que durant l'examen, vous n'avez pas accès à votre propre calculatrice. Hein. Donc c'est une petite calculette qu'on vous met sur votre interface d'examen. De toute façon, s'il y a des questions sur les calculs, hein, voilà, vous êtes entraîné pour ça et vous pouvez toujours voilà, manipuler vos formules. Mais on a allégé, hein, j'oublie aussi de dire qu'on a allégé pas mal de formules. Il y avait un tableau énorme de formules dans la version 6 qu'on ne retrouve plus dans la version 7, on ne retrouve plus dans le support officiel du cours. Ça montre un peu l'intention de PMI de simplifier cette partie et de vraiment s'orienter vers l'interprétation plutôt que des questions de calcul. Moi, je disais toujours, il n'y a pas un examen PMP sans question sur la valeur acquise, par exemple. Ça reste probablement vrai, mais les questions sur les valeurs acquises sont plus d'interprétation que de calcul. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a remarqué. Donc ceux qui ne sont pas très fans des calculs, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, troisième retour d'expérience, on a déjà parlé de ça, mais c'est bien d'insister. Je vais vous dire pourquoi. Quand on a fait le webinaire sur les mises à jour janvier 2021, on a dit bah, c'est fini les questions sur les entrées, les sorties. On appelle ça ITTO, hein, donc Input, Tools and Techniques and Outputs. C'est un concept très connu hein, dans la version 6 du PMBOK. On aime bien présenter le process comme étant une cartographie, un ensemble de 49 processus. Et qui dit processus dit forcément des inputs, des tools et techniques qui vont convertir les inputs ou à partir de l'utilisation de ces inputs, ils vont générer des outputs. Vous trouvez plus des questions d'examen genre quel élément de la liste ne fait pas partie des inputs du processus, par exemple, valider le périmètre, du processus, je sais pas moi, clore le projet. D'accord. Donc ce n'est plus un examen orienté mémorisation des entrées et sorties. Donc c'est fini ces tableaux, ces entrées, ces sorties. Donc on n'a plus besoin. On a juste bien sûr besoin de quelques tools et techniques, comprendre comment utiliser les outputs, mais on ne fait pas un examen basé sur les processus. D'ailleurs, je vous invite à revoir notre webinaire sur la réforme. Et là, on explique que l'examen aujourd'hui s'oriente vers la valeur et pas sur l'enchaînement des étapes et des processus. Donc on a fait des slides pour ça et c'est bien expliqué. Alors je peux vous dire aussi que malheureusement, il y a quelques simulateurs qui trouvent du mal à s'adapter et vous trouvez toujours en base des questions qui vous disent voilà quelle meilleure entrée, quelle meilleure sortie. Mais il faut dire que ces simulateurs aussi, ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont ajouté la partie agile, ils ont nettoyé voilà pas mal de questions sur ça, hein, sur les ITTO. Mais je pense qu'il y a quand même un effort considérable à faire aussi sur les prochains mois. Mais de toute façon, je peux vous confirmer que j'ai constaté une nette amélioration de ces simulateurs dans le temps. D'accord. Mais de toute façon, nous, dans notre base de questions QRP, on n'a plus de questions dans ce sens. Alors, dans votre examen, vous allez avoir des nouveaux concepts et des nouveaux modèles. C'est-à-dire des nouveaux concepts et des nouveaux modèles, des concepts qui ne sont pas évoqués, hein, bien sûr, dans la version 6 du PMBOK, qui ne sont pas évoqués non plus dans votre support de cours, qui sont ajoutés par la version 7 du PMBOK. Donc, rappelons que le PMBOK, c'est
le corpus de connaissances, Project Management Body of Knowledge. On aura le temps d'en parler un peu de la V7 un peu plus tard. Donc aujourd'hui, la V7, par exemple, il a ajouté des modèles de changement organisationnel comme ADKAR. Bon, Cooter, le modèle de Jean-Paul Cooter, à un certain moment, on l'a trouvé dans la version 1 du support de cours Hello Choice. Dans la version 2, ils ont supprimé. Bon, il est toujours dans la version 7. Juste pour vous dire que ces modèles aujourd'hui font partie de l'examen. Donc les candidats nous confirment qu'ils ont eu des questions sur le modèle de Cooter, d'ADKAR, de leadership d'Oscar. On aime bien vous poser aussi des questions sur l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que ce concept existait dans la version 6, mais c'était quoi? Une phrase. Donc là, dans notre support de cours, on vient quand même faire des slides sur ça. C'est un sujet très important. La version 7 développe l'intelligence émotionnelle, voilà, sur la base des études, voilà, du fameux Daniel Goleman, bien sûr, le gourou en fait, ce courant de recherche intelligence émotionnelle. C'est un examen, voilà, qui s'oriente vers ces nouveaux modèles. Bon, je ne vais pas ouvrir aussi le débat. Est-ce que c'est le chef de projet qui est le change manager? On peut être chef de projet change manager, c'est pas faux. C'est pour ça qu'on vous ajoute des modèles de changement organisationnel, des modèles, des développements d'équipe. Bah, le modèle historique, Tuckman, Bruce Tuckman, voilà, le modèle, il est omniprésent de la version 1 à la version 7, il est toujours là. On a ajouté d'autres modèles de Drexler et Sibet, voilà, d'autres modèles de développement de l'équipe, comme Oscar par exemple. D'accord. Donc ces modèles, il ne faut pas les négliger. Donc au début de janvier 2021, on disait, ben, bon, déjà la version 7 PMBOK a vu le jour en août 2021. Et les questions étaient, est-ce que ces nouveaux modèles font partie de l'examen ou pas? Donc au début, on disait, attention, il ne faut pas lire ces modèles pour votre examen, parce que PMI a confirmé que l'examen content outline n'embarque pas la version 7, il reste avec la version 6. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est très important. Vous devez connaître, et nous, en formation, on passe en revue ces modèles qui s'ajoutent. D'accord. Il faut dire aussi que dans les questions d'examen, on a remarqué qu'il aime bien vous poser des questions sur de l'humain, de la sensibilité culturelle. On vous met dans un contexte international, un projet géré à travers 5 continents, je ne sais pas combien de pays. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à la culture? Et voilà, vous devez quand même considérer la culture comme point fort, comme moteur, voilà, de la réussite de projet, pas comme un frein. Et on aime bien vous tester sur ces sujets, euh, diversité culturelle. Vous savez aussi, le mode virtuel de gestion de projet devient une actualité aujourd'hui. C'était vraiment un sujet très négligé en version 6, parce que bien évidemment en 2018, il n'y avait pas Covid, donc il n'y avait pas assez de télétravail comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a quand même des questions sur le mode de gestion en virtuel. Donc c'est un sujet qui aime bien. Et aussi, voilà, des situations de conflit. On a ajouté aussi des nouveaux concepts agiles comme le minimum viable product, le minimum business increment, donc des choses qu'on trouve bien dans la version 7 et aussi dans le support du cours Hello Choice. On a remarqué aussi que PMI aime bien vous combiner de l'agilité avec d'autres concepts. Par exemple, on vous met en situation, vous devez faire votre projet en agilité. Donc, qui dit agilité, on dit Scrum, par exemple. Scrum, c'est pas égal à agilité, hein, mais c'est l'un des frameworks agiles, bien sûr. On vous dit, vous avez choisi le mode de management de projet agile et vous êtes en virtuel et vous voulez animer votre revue du sprint en virtuel. Bah, quelle est la meilleure proposition? Quel est le meilleur choix? D'accord, dans ce que vous donne comme 4 ou 5 ou 6 réponses. N'oublions pas aussi que avant c'était un examen uniquement basé sur des QCM. Là, aujourd'hui, dans la réforme, on peut avoir des QCM, comme on peut avoir des réponses multiples, des graphiques, etc. D'accord. On va aussi vous tester sur le cas où on vous dit vous êtes en agilité, quel va être l'impact sur votre chart d'équipe. Au début de votre projet, vous êtes en train d'élaborer votre chart d'équipe. Comment vous devez refléter les valeurs de l'agilité, le mode auto-organisé de l'équipe dans le document chart d'équipe. Chart d'équipe, c'est pas la charte projet. C'est là où on va consigner les valeurs de l'équipe, nos modes de communication, de réunion, nos valeurs, etc. D'accord. La prise de décision, comment on prend une décision, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a remarqué. La combinaison, donc il ne va pas y avoir une question
Bon, probablement, il y aura des questions directes sur l'agilité, mais on aime bien mixer les concepts, agilité, charte d'équipe, revue, vidéoconférence, voilà, histoire de mélanger les concepts et de choisir la meilleure réponse. Donc toujours, on est à la recherche, pas d'une bonne réponse, on est à la recherche d'une meilleure réponse. Donc parfois, ça va se jouer sur des mots clés, sur une meilleure formulation d'une phrase ou d'une réponse. D'accord? Point suivant, le dossier d'éligibilité. Alors c'est un vrai sujet. Vous savez pertinemment que pour passer l'examen PMP, un prérequis, c'est de préparer votre dossier d'éligibilité. D'ailleurs, vous ne pouvez pas payer l'examen, ou on ne peut pas payer l'examen pour vous si vous n'avez pas validé, vous avez déjà préparé et validé votre dossier d'éligibilité. Dans ce dossier d'éligibilité, on vous demande de renseigner votre formation avec voilà l'organisme accrédité PMI. On vous demande aussi de saisir les expériences qui justifient 3 ans, 5 ans en fonction de votre diplôme. D'accord? Alors, on n'est pas là pour vous parler de dossier d'éligibilité, comment le faire, mais on est juste là pour vous dire que on a remarqué récemment que dans le cas d'audit de ce dossier d'éligibilité, on a remarqué pas mal de cas de rejet. Ce dossier d'éligibilité, en fait, il peut être audité comme il peut ne pas être audité. Bon, je ne peux pas vous confirmer les pourcentages, mais on va dire que dans la plupart des cas, bon allez, on va dire dans 95%, le dossier passe inaperçu, il ne va pas être audité. Donc après quelques jours, on va vous dire congratulations, maintenant vous pouvez payer et avancer dans votre examen. Comme on peut auditer. Bon, l'audit, ça devient instantané. Donc quand vous appuyez sur un bouton valider mon eligibility, donc vous recevez un mail si vous êtes audité aléatoirement. Euh, Pourquoi j'insiste de vous parler de ça? Parce que parfois vous êtes le bon profil, vous êtes expert, vous avez assez de maturité dans ce que vous faites, mais malheureusement vous avez négligé la façon avec laquelle vous avez rédigé vos expériences. Donc voilà, vous prenez peut-être un texte que vous avez adapté sur Internet, 2, 3 phrases, et malheureusement, là, on peut vous dire que si vous êtes audité, soyez sûr, il y aura quelqu'un qui est en train de lire, tout est en anglais de toute façon, systématiquement, il va y avoir quelqu'un qui va lire vos textes, vos expériences. Donc si vous le négligez, les conséquences, c'est un rejet. Ça me rappelle un cas, en fait, j'avais un participant, voilà, il a tout fait, hein, il a mal rédigé les expériences, il a validé ça par son supérieur, il a été audité, même si son supérieur a dit, je confirme, c'est le bon profil pour passer la certification, et tout ce qu'il a fait, je le confirme, il a été rejeté parce que ils ont senti que c'était vraiment un profil junior et pas un profil senior. Le profil était vraiment senior, c'est juste qu'il a mal rédigé l'expérience. Alors, il y a d'autres cas aussi. Aujourd'hui, dans votre dossier d'éligibilité, quand vous êtes en train de saisir l'expérience, on vous pose la question, il y a un onglet avec 3 choix. Est-ce que votre expérience elle est dans l'agilité, dans le prédictif ou le waterfall? Ou troisième choix, l'approche hybride. Imaginons que vous avez choisi le mode ou l'approche agile. Et ce que vous allez décrire dans le texte parle de plan, parle de Gantt, parle de chef de projet qui contrôle voilà, l'organigramme des travaux, parle de, je sais pas moi, une WBS, une structure de découpage, parle des outils et de la philosophie waterfall. Là, c'est un rejet systématique. C'est peut-être que vous avez mal appuyé sur, ou vous avez mal choisi, mais j'ai eu le cas et quand je regarde le texte, je comprends systématiquement pourquoi PMI a rejeté la candidature. Une fois aussi, il y a un candidat qui m'a sollicité pour voilà, donner un avis sur le dossier. Il parle de choix en mode hybride. Donc il dit mon projet il est hybride. Et dans ce qu'il décrit, il décrit que la partie waterfall. Non, hybride, c'est qu'il y a une phase qui est waterfall et une phase qui est agile. Donc si vous allez décrire que le waterfall, ça peut être un motif de rejet. Donc de toute façon, nous, durant nos sessions de formation, on accompagne les participants avec des slides, avec des retours d'expérience, voilà comment rédiger l'expérience ou les expériences du site d'éligibilité, hein, qui reste peut-être la partie la plus compliquée, le reste est simple. On essaye sans être obligé de donner un avis sur la cohérence des expériences avant soumission. Donc on peut toujours aider ceux qui nous sollicitent voilà, pour vraiment bien remplir et écrire leur dossier. On ne fait pas à leur place, mais on donne quand même un avis pour éviter se faire auditer à tort. Voilà, bon, l'audit finalement, c'est pas grave. Hein. Si votre dossier est rejeté,
vous allez créer un autre dossier, d'accord? C'est pas la fin du monde, mais ça rallonge le process pour rien et c'est une source de frustration qu'on peut éviter. Voilà, donc ça c'est par rapport à nos retours d'expérience, examen, PMP. Alors, on va maintenant vous parler de l'examen content outline, ce qu'on appelle l'ECO. En français, ça se traduit par les grandes lignes de l'examen. Aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, votre examen PMP n'est pas égal à lire le PMBOK. J'avais pas mal de questions, ça revient tout le temps. Est-ce que je vais lire la 6? Est-ce que je vais lire la version 7? Est-ce que je peux me contenter à lire l'une des deux? Est-ce que j'ai besoin de lire le support de cours en plus? C'est redondant. Alors, à travers ce slide, on essaye de vous expliquer, de vous accompagner sur votre choix, sachant qu'en session de formation, on travaille ensemble la stratégie de préparation à l'examen. Mais ce qu'on peut vous conseiller, déjà, d'avoir accès à ce qu'on appelle le PMI et le Choice. Mais de toute façon, ça, il n'y a pas de choix. Il faut faire une formation avec un centre de formation accrédité PMI et qui va vous donner systématiquement accès à une plateforme éducative, le PMI et le Choice, pour télécharger votre support de cours officiel, pour regarder des vidéos, voilà, pour faire les enquêtes de satisfaction, etc. Alors, ce support de cours, on le positionne au centre. À mon avis, c'est vraiment le support de formation ou de préparation le plus important pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un support équilibré entre le waterfall et l'agilité. Ils ont éliminé toutes les redondances, donc c'est bien écrit. Et c'est l'euphorie, il cache derrière 10 références diverses. Je ne vais pas les citer, parce qu'au début, quand PMI parlait des grandes lignes de l'examen, ils ont affiché une liste des 10 bouquins pour préparer la certification PMP. Franchement, vous n'avez pas le temps. Moi, en tant que formateur, j'ai pas tout lu par rapport à ces références. Ils se croisent certainement sur 80% des concepts. Donc, inutile d'aller voir ces 10 références. Mais par contre, le support et le choice, au moins, il vient consolider ces références. Donc, en ayant accès à ce support, déjà, vous avez une bonne roadmap, une ligne directrice pour préparer votre examen. C'est pas fini. Lire ce support, certes, va vous préparer, mais nous, on conseille d'enrichir ça avec d'autres références. Moi, je vous donne un conseil, en fait. Pour vous, se lancer dans PMP, c'est un projet. Et prenez-le comme moment de plaisir. Donc, vous êtes en train de préparer votre certification, mais vous êtes en même temps en train de découvrir, de lire, de monter en compétences, de s'enrichir par rapport à d'autres références. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'ajouter à ça une lecture du PMBOK, Project Management Body of Knowledge, version 7. C'est light, c'est agréable à lire, c'est écrit avec un nouveau mindset. Ça va vraiment vous aider pour l'examen. Et en plus, comme je l'ai évoqué, il y a des modèles que vous ne trouvez pas dans le Hello Choice et ils sont uniquement cités dans le PMBOK version 7. Donc c'est raison de plus, il faut aller lire ce bouquin. Alors, il faut le lire au début ou à la fin de la révision, ça c'est un choix, d'accord? Mais il faut quand même le lire. Deuxième référence, ça c'est une nouveauté côté PMI, c'est un nouveau guide sur les process, publié en octobre 2022, c'est tout récent, hein, c'est la dernière publication de PMI. C'est un document qui vient remplacer, si je peux dire ça, la version 6, l'ancienne version PMBOK. À partir de mars 2021, PMI a annoncé sa stratégie de retrait de la version 6 PMBOK. On a toujours dit la version 7 ne vient pas écraser la 6. Hein. C'est deux visions différentes. On peut toujours, ça c'est très important à comprendre, on peut toujours faire un projet en enchaînant les étapes, les process. C'est pas faux. Tout ce qui est dans la 7 ou la 7 ne vient pas contredire ce qui est écrit dans la 6. Mais en fait, ils ont dit c'est une source de confusion et les questions sont toujours est-ce que c'est la 6 qu'il faut lire? Est-ce que c'est la 7? Parfois, nous, entre janvier 2021 et 2022, on a toujours conseillé, et moi en tant que formateur, j'ai toujours conseillé de lire la 7 et de lire en diagonale la V6. Et j'ai donné même des stratégies pour lire la 6 sans trop entrer dans le détail. Aujourd'hui, ce n'est pas le conseil que je donne. Il y a une version qui élimine les redondances de la version 6 et les plus light. C'est une version 6 améliorée. Alors pourquoi elle est importante? Vous allez me dire, non mais aujourd'hui on parle plus de processus. C'est important à mon avis parce qu'on a toujours besoin de connaître où est-ce qu'on est au niveau du projet. Sur une question d'examen,
il faut quand même savoir, est-ce qu'on est en train de préparer une charte? Est-ce qu'on est au niveau de la vision? Est-ce qu'on est au niveau du charte projet? On va vous poser des questions genre, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Quel est le next step? Quelle est la prochaine étape? Donc, si vous n'avez pas quand même cet enchaînement sans le connaître par cœur, vous êtes un peu perdu. Donc, c'est bien d'avoir le process guide entre les mains. Et ça, on va le voir un peu plus dans le détail. Parce que la V7, c'est pas écrit d'une façon enchaînée, hein. Et même le support de cours, on a dit que les grandes lignes de l'examen, maintenant, c'est 3 domaines différents, pardon, les personnes, people, les process et l'environment ou l'environnement. Donc, les personnes, c'est 42% des questions d'examen. Les processus, c'est 50% des questions d'examen et 8% sur l'environnement. Donc, finalement, dans le support de cours, c'est pas vraiment fait d'une façon enchaînée, process par process. D'accord? Très bien. Bon, le guide agile du PMI. Bon, franchement, là, c'est un bonus. Une lecture diagonale. Encore une fois, vous êtes en train de chercher le maximum d'informations. Je vous dis pas quand vous êtes en train de lire le guide agile, c'est une découverte pour vous parce que vous avez déjà une bonne partie dans le Hello Choice, une bonne partie dans le PMBOK V7. Donc, vous avez certainement de la redondance, mais la redondance vous aide à capitaliser et à mémoriser. Et deux, entre les lignes, il peut y avoir des détails importants et intéressants. Donc, lisez, mais vraiment diagonalement. Là où vous dites, là, c'est bon, je l'ai fait dans mon support, donc je passe rapidement. Mais c'est bien de l'avoir comme bonus. Alors, le code de déontologie et de conduite professionnelle. Pourquoi on l'ajoute ici? Parce que sur le support de formation et sur les slides de formation, c'est un slide ou deux. Il n'est pas très détaillé. On pense que c'est important parce qu'on peut toujours avoir des questions d'examen liées à des dimensions, équité, respect, responsabilité, honnêteté. Donc vous devez connaître un peu plus de détails. Bon, c'est un guide, c'est un code qui fait, je sais plus, 7, 8 pages en tout. Donc c'est bien de le lire une fois, de peut-être prendre quelques notes. On ne sait jamais, il y a peut-être une ou deux questions sur ce code de déontologie. Donc c'est bien de l'avoir dans votre boîte à outils, on va dire, d'accord? Parce que il n'est pas très approfondi dans le support de formation. Bien évidemment, on ajoute à ça le fameux Scrum Guide. Alors pourquoi le Scrum Guide? Parce que je peux vous dire que Scrum, c'est le cadre de référence pour PMI, pour faire la partie agile de l'examen. Donc la majorité des questions de l'examen portent sur Scrum, le Scrum Master, le Product Owner, les rétrospectifs, les revues, les daily, etc. Donc c'est bien d'avoir ce guide. Encore une fois, ce guide, il est plus ou moins discuté dans le support de cours, dans la V7, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être une phrase, une information que vous avez captée de plus. Donc c'est important de lire ce Scrum Guide. Vous savez, aujourd'hui, PMI aussi a lancé sa nouvelle vague de certification, le Disciplined Agile Scrum Master. Bon, juste pour dire qu'il renforce un peu Scrum, mais bon là, je ne vais pas vous parler de ça. Regardez si ça vous intéresse. Bon, le manifeste agile, bien sûr, en une page, pourquoi pas. C'est un must qu'il faut ajouter au Scrum Guide, donc ensemble. Nous, on conseille toujours avec ça d'être curieux. Franchement, c'est comme ça qu'on réussit et on prépare l'examen. Il faut être curieux. Il faut aller sur des blogs, il faut lire des articles, il faut s'abonner à des chaînes YouTube, pourquoi pas, qui sont bien sûr sérieuses. De toute façon, nous, côté QRP, on a notre base articles, soit sur l'agilité, sur PMP, sur les différentes certifications. La chaîne YouTube, on vous conseille aussi d'autres chaînes YouTube, d'autres blogs en formation. Encore une fois, prenez cette période de révision comme période d'enrichissement. Faites-vous plaisir à découvrir, à écouter, parce que sur 5 jours de formation, on essaye de couvrir le maximum, mais on ne peut pas approfondir dans le détail tous les concepts. Donc demain, vous devez être curieux et taper dans YouTube, dans Google pour aller chercher comment faire un planning poker dans le détail, c'est quoi XP, etc. Bon, en parlant d'XP, il y a un slide ou deux, hein, donc franchement, la majorité des questions de l'examen portent sur Scrum. Il y a des questions sur Kanban bien sûr. Mais bon, XP, on explique rapidement, mais c'est pas vraiment un sujet de fond pour votre certification PMP. Vous voyez, donc c'est un peu ça, l'idée d'avoir des grandes lignes d'examen. Voilà, l'examen, il est un peu éparpillé. Il n'y a pas une seule référence. Donc ceux qui disent, est-ce que je vais lire l'A7? Est-ce que je peux réussir l'examen en lisant que l'A7 avec le cours? Probablement oui. Mais nous, en tant qu'organisme accrédité, en tant que formateur accrédité, on vous donne un peu la meilleure stratégie pour se protéger, si on peut dire ça, le maximum le jour de l'examen et d'avoir le maximum de notions.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'exam content outline. Alors, on va approfondir, voilà, effectivement, le guide sur les processus. On appelle ça le Process Group Practice Guide, donc publié en octobre 2022. D'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? PMI prépare la suppression de la version 6 de son PMBOK. D'ailleurs, c'est une version qu'on n'imprime plus, qu'on ne donne plus en formation. On donne la version 7. Bon, je peux vous dire qu'elle est toujours visible si vous êtes toujours membre ou vous allez devenir membre dans quelques jours ou dans quelques mois. Elle est toujours visible sur le site du PMI et vous pouvez la télécharger en plusieurs langues, mais c'est officiel. Depuis le 31 mars 2022, le PMI a entamé le processus de retrait, il appelle ça le sunsetting, du guide PMBOK version 6. Et leur idée, c'est quoi? Leur idée, c'est de dire, on ne va pas perdre la matière, d'accord? Il faut comprendre que cette logique des processus, elle était là depuis des décennies, hein, donc on ne va pas tout abandonner. On va tout capitaliser dans un guide sur les process. C'est pas un PMBOK, c'est un guide qui est pratiquement présenté de la même façon que PMBOK V6. On a éliminé toutes les redondances, on a amélioré la présentation. C'est plus agréable, c'est plus simple à lire, c'est plus structuré. Donc ça peut vous aider durant votre apprentissage. D'accord? Alors, et ça vient renforcer l'idée que le PMBOK V7, contrairement à ce que certains disent, la V7 vient écraser la logique processus. Il y a des personnes qui trouvent ça très pertinent, faire des projets en séquence, en processus. Vous savez, l'être humain, voilà, pour banaliser ou rendre plus simple un problème complexe, il essaye de le schématiser en processus. Donc c'est toujours pertinent. Donc voilà, ça renforce l'idée que le PMBOK orienté principe ne vient pas écraser la version 6, donc il vient parler de notre vision, mais qui complète la V6. Donc reflète l'intention du PMI de retirer la V6 tout en maintenant une vision de management du projet par processus. Ceux qui veulent vraiment faire l'enchaînement des étapes, avoir la cohérence, où est-ce que je commence, où est-ce que je termine, il y a toujours un guide qui va vous aider. Et ce que j'aime bien dans ce guide, c'est que finalement, il a éliminé toutes les redondances de la version 6, les entrées-sorties. À titre d'exemple, hein, vous prenez votre version 6 PMBOK, vous cherchez le mot brainstorming, vous trouvez le mot 30 fois. Vous cherchez le mot jugement à dire d'expert, vous le trouvez 300 fois. Vous cherchez le mot facteurs environnementaux, alors là, vous le trouvez peut-être 400 fois. Donc là, on a regroupé toutes ces entrées et sorties dans un chapitre. Une seule fois, on parle des experts, on parle de brainstorming, on parle des outils, des méthodes, des entrées et sorties. Et dans un chapitre isolé, on vous facilite la vie. D'accord? Juste aussi, à titre de remarque, ceux qui ont connu la version 6, il y avait une fameuse matrice à double entrée. Donc sur les colonnes, on a les groupes de processus, initialisation, planification, exécution, monitoring et closing. Et sur les lignes, on a les domaines de connaissance du chef de projet. L'intégration, le périmètre, le budget, l'échéancier, etc. Donc voilà, après le PMI, il commence avec 3 chapitres introductifs, 1, 2, 3. Le 4e chapitre, c'est le domaine intégration, 5, c'est périmètre. Après, on a l'échéancier, le coût, etc. Ce n'est plus présenté de la même façon. C'est toujours les mêmes process, les 49, mais on présente maintenant par groupe. Donc vous avez un chapitre 1, groupe de processus, initialisation. Là, on va vous parler de charte, de parties prenantes, etc. Après, on bascule à la planification. Après, on fait l'exécution. Et à la fin, on regroupe toute cette boîte outils techniques dans un chapitre. Donc finalement, c'est pas 700 pages à lire, c'est 300 pages et quelques, donc c'est plus sympa. Le seul inconvénient, bon, si on peut dire, on considère ça comme inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est récent, c'est un guide uniquement en anglais. Sur le site PMI, il annonce des traductions qui arrivent printemps 2023. J'ai vérifié la semaine précédente, c'est pas toujours le cas, on n'a pas encore une traduction, mais ça va venir, d'accord? Mais franchement, c'est pas un problème parce que les mots techniques, les termes, vous les trouvez à la fin des PMBOK version française. Il y a toutes les traductions des mots techniques, des mots-clés de la certification. Donc l'idée, c'est pas, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, hein, une matrice de correspondance entre l'anglais et le français. Donc vous pouvez toujours l'utiliser en anglais et ne pas attendre la version française. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle le PMI et le Choice. Alors, le PMI et le Choice, pour faire simple, c'est la plateforme éducative de PMI.
Avant, il n'y avait pas ça, hein. Donc, avant 2021, il n'y avait pas de plateforme éducative ni de support de cours. Il y avait le PMBOK version 6. Sur ça, on était d'accord. En fait, quand vous êtes en formation avec un organisme de formation accrédité, systématiquement, on va vous donner accès à cette plateforme éducative pour télécharger vos PDF, pour suivre quelques vidéos aussi, voilà, sur voilà, les outils, projets, RACI, l'équipe virtuelle, comment choisir les modes agiles, etc. Bon, bref. Donc, c'est là où vous allez télécharger votre, votre support de cours. D'accord? Et ça, bien sûr, vous devez faire le choix de langue, parce que c'est un support qu'on achète une fois en français ou en anglais pour vous. Je dois quand même vous parler un peu de ce qu'on a remarqué récemment. Le problème, c'est quoi? C'est que on a un déphasage dans les versions. Donc aujourd'hui, en anglais, on est en version 3. En français, on attend toujours la traduction. On est en version 2. Donc, dès la création de ce support de cours, bah, vous savez que PMI, c'est américain. Donc, il y a le support en anglais et après viennent les autres traductions. D'accord? Donc, c'est un peu déphasé. Et donc, l'idée de cette partie, c'est de vous expliquer que bon, finalement, c'est un faux problème. Et on est là aussi pour vous accompagner, pour voir un peu ce qui change par rapport à la traduction, par rapport aux parties, par rapport aux enchaînements logiques des idées entre la version anglaise et la version française, pour vous orienter aussi à faire votre choix, éventuellement. Alors, si on prend la version anglaise en sa version V3, elle est présentée en 6 chapitres. Start the project, commencer un peu avec les parties prenantes, identifier les membres d'équipe, les compétences, le business case, etc. Plan the project, tout ce qui est plan, tout ce qui est périmètre, échéancier, coût, etc. Support project team performance, on va parler de modèles de performance, de KPI, de valeurs acquises. Lead the project team, voilà, comment gérer les conflits, comment gérer les équipes, la motivation, les récompenses, la reconnaissance, etc. Un chapitre sur l'environnement qui représente 8% de l'examen et ils ont ajouté un chapitre sur le closing. Donc là, on a 6 chapitres en version V3 anglaise. Si on prend la version française, on est avec 5 chapitres. Bon, vous allez dire, non, mais c'est pas normal. Oui, c'est normal parce que c'est presque le même contenu qui a été éclaté en 6 chapitres. Pourquoi? Parce que si on prend la clôture, avant, dans la version française, bon, avant, c'est toujours le cas en V2, on la traite dans le chapitre 2 quand on démarre, quand on lance le projet. Ils ont considéré la clôture d'une phase ou d'un projet comme processus, et certains posent la question comment ça se fait qu'on est au niveau de partie 2 alors qu'on parle de clôture. Moi aussi, en tant que formateur, voilà, je critique parfois l'emplacement des slides, franchement, il faut le dire, et c'est pour ça qu'eux aussi, ils sont dans l'amélioration continue, c'est pour ça qu'ils mettent à jour les versions. Mais c'est un faux problème, d'accord? Donc, durant la formation, on explique bien les changements entre les deux versions, et on explique que c'est juste un changement de forme, pardon, parce que finalement, ça a plus de sens de dire on est à la fin, on va parler d'un closing. Alors que là, le closing, on le trouve dans le chapitre 2. Mais voilà, on explique que le closing, c'est toujours les pratiques du closing. Hein. On est toujours capable de comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, mais c'est pratiquement le même contenu. Donc ça, il faut bien connaître. Alors, pas de date officielle. Normalement, c'est aussi deuxième semestre 2023, mais on attend toujours la version 3 française. Alors, ce qu'on a aussi recensé côté QRP, c'est que entre votre support de cours en V2 français et la version 1 du support de cours et les PMBOK surtout, il y a quelques termes qui ont changé en traduction. C'est pas pour vous faire peur, franchement, ça reste marginal. On est juste là pour vous accompagner sur ça. On a recensé, mais on va juste vous citer des exemples. Par exemple, si vous prenez votre V6, version 6, ou même la V7 hein, qui est plus récente, l'organigramme des travaux du projet. C'est ce qu'on appelle en anglais la WBS, la Work Breakdown Structure, comment décomposer le périmètre. Dans cette version 2 française, on a changé ça par structure de découpage projet, SDP. Si vous prenez le terme centre de consolidation, qui était ou qui reste toujours en anglais control account, on a trouvé plus de cohérence de traduire maintenant ça en compte de contrôle. Donc vous voyez, en formation, on donne tout le recensement des termes qui ont changé, mais franchement, c'est pas pour vous faire peur, c'est une vingtaine de termes. Ça n'a aucun impact sur votre choix, hein, donc ça vient pas changer votre avis de partir. Vous dites non mais c'est clair, si on va le faire en français, c'est mort. Non, la traduction, elle est quand même bien faite, pour vous dire la vérité. Hein. Ça fait des années qu'ils capitalisent sur ça. Bon, il y a quelques termes qui ont changé.
on s'adapte et de toute façon, on a fait ce recensement pour vous, mais c'est bien aussi de connaître ça, d'accord? De toute façon, pour rappel, hein, quand vous choisissez le français comme mode de passage d'examen, vous avez toujours l'option de switcher sur le texte d'origine en anglais. Donc ça, c'est une option qu'on vous donne. Good. Sujet PMBOK V7. Donc la nouveauté, hein, on a déjà fait un webinaire sur la version 7, hein, donc je vous conseille de revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de QRP. Juste pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus un choix, parce que peut-être quand vous allez revoir le webinaire, on disait, on conseille peut-être de jeter un coup d'œil sur la V7, on ne sait jamais. Non, là, il faut quand même le lire. C'est un must pour préparer l'examen. Ça fait partie de votre ECO. Il englobe des modèles qu'on trouve nulle part, ni dans le support de cours, ni dans le process guide. Donc, il faut quand même le lire. C'est sympa à lire, c'est bien écrit, c'est pas lourd, donc vous pouvez le lire rapidement. Et voilà, aujourd'hui, il y a des modèles dans cette version 7 qu'on ne trouve ni dans le Hello Choice, le support de cours, ni dans la version 6, ni dans les process. Donc, il faut quand même l'ajouter à notre avis. Alors, on ne va pas vous faire toute la démonstration des modèles, hein, ce n'est pas l'objectif de notre webinaire, mais à titre d'exemple, bon, Cooter, le modèle de changement de Cooter le plus connu, est toujours dans ce PMBOK V7. Dans la version 1 du support de cours, on l'avait. Dans la version 2, non, je ne sais pas pourquoi. On vient ajouter d'autres modèles de changement comme ADCAR, les lettres A, D, K, A et R, qui n'est pas un modèle très différent de Cooter, hein, qui vous dit prise de conscience qu'un changement est obligatoire. Cooter part de créer l'état d'urgence ou le sentiment d'urgence. Après, voilà, créer le désir de changer. Pourquoi faire le changement organisationnel? Connaître how to create and how to sustain change. Finalement, quelles sont les connaissances à mettre en place, la roadmap, etc. L'habilité, closing the skills gap that limits change. Donc voilà, quel est le gap, quel est le gap entre votre situation actuelle, le current et le desired. Et rester là jusqu'à ancrer le changement, c'est ce que dit aussi Cooter, renforcer, ancrer voilà, le changement dans la culture de l'entreprise. Voilà, donc quand je dis ce modèle fait partie de l'examen, il faut peut-être lire un slide ou deux, voir peut-être une séquence ou deux sur ça, mais vous n'allez pas acheter ou faire une formation sur ça. On est d'accord? Parce qu'il peut y avoir une question sur ça en examen. Il y a d'autres modèles, hein, donc Virginia Satir, William Bridge, etc. Donc c'est pas que Adcar ou Cooter, hein, donc on va pas faire le tour. Oscar aussi, c'est un modèle leadership, d'accompagnement de vos membres d'équipe sur le long terme, sur leur développement en long terme. On vous dit dans la lettre O, outcome, quelle est la vision cible, sur quel profil vos membres d'équipe veulent travailler à long terme dans leur évolution de carrière. Vous clarifiez dans S la situation actuelle, le feeling, l'état des lieux, on va dire. Choisir la meilleure façon d'apprentissage par étape, par projet, par thème. Passer à l'action et faire l'évaluation de performance et améliorer en continu la performance de vos membres d'équipe. On appelle ça le modèle Oscar. Encore, lire un slide ou deux, ça suffit, ou réviser à travers, voilà, dans le PMBOK, c'est un paragraphe, donc c'est pas énorme. On a aussi ajouté le modèle de complexité, Sinfin ou Canvin, très connu. Pourquoi? Parce que parfois, vous voulez, en tant que chef de projet, positionner votre projet. Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il est compliqué? Et à travers ce modèle, on vient vous expliquer la différence entre un projet complexe. Bon, le modèle Sinfin n'est pas fait pour les projets, mais on s'inspire pour dire est-ce que notre projet est complexe ou compliqué. On peut ajouter à ce modèle la matrice de Stacy, hein, qui vient vraiment positionner. Elle va vous dire, en fonction de deux entrées, votre projet il est peut-être compliqué, complexe, il faut aller sur de l'agilité, il faut aller sur de l'expérimental. Sur le simple, il faut rester sur quelque chose qu'on maîtrise, on est dans le waterfall. Donc en combinant ces modèles, ça va vous aider à mieux choisir votre approche management de projet. D'accord? Donc je ne vais pas lire le slide dans le détail, juste pour vous dire qu'il y a quand même quelques modèles intéressants qui sont ajoutés dans la V7 et que vous devez connaître. Très bien. Dernière rubrique avant de passer aux questions. On aime bien, à la fin, vous parler de quelques conseils pour bien réussir votre examen, votre certification PMP, et qui vient renforcer nos retours d'expérience aussi par rapport à tout ce qu'on fait en formation. Alors, bien préparer le dossier d'éligibilité, comme déjà discuté.
ne pas négliger cette étape. Elle est certes administrative, mais faites attention à ce que vous décrivez comme expérience. D'accord? Donc, quand vous êtes audité, il y aura vraiment de la demande d'information. On vous conseille quand même d'utiliser une base de questions ATP Premium. QRP, c'est un organisme accrédité Premium, PMI. C'est-à-dire qu'on a accès à une base de questions qui vient de PMI, qui est en anglais, qu'on essaie aussi de la traduire en français. On ajoute à ça aussi nos questions de préparation QRP. Je vous donne un conseil, évitez, c'est pas contre les auteurs qui publient sur Amazon, mais faites attention à ce que vous utilisez comme traduction, comme bouquin. Vous savez que tout le monde peut écrire et publier sur Amazon. Une fois en session, quelqu'un me sort un bouquin, il m'a dit non mais j'ai rien compris la traduction. J'ai dit d'où tu as eu ça en fait? Il m'a dit j'ai acheté sur Amazon. C'est voilà quelqu'un, hein, j'en rappelle même pas de son nom en fait, qui a fait la traduction dans son coin. Et finalement, c'est pas une traduction officielle, donc ça peut vous induire en erreur. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Croyez-moi, c'est vrai. Une fois, quelqu'un m'a envoyé un lien vers une base de questions. Il m'a dit j'ai trouvé ça sur Internet et en plus c'est gratuit. J'ai dit c'est vraiment PMBOK version 5. Hein. C'est même pas la version 6, donc c'est pas du tout utile. Ça va vous induire en erreur. Donc faites attention aux bases que vous êtes en train d'utiliser comme question. Voilà, un partenaire accrédité, vous avez les supports officiels, les questions officielles, etc. Comme je l'ai dit, combiner plusieurs sources de révision, c'est ça la philosophie, c'est ça le nouveau mindset de PMI. C'est pas être concentré sur un seul bouquin, vous n'êtes pas des étudiants. Lire un bouquin pour passer un examen, vous êtes des experts, des chefs de projet, des vrais, entre HelloChoice, PMBOK, les guides, YouTube, les chaînes, les lectures, vous êtes en train d'enrichir vos connaissances. D'accord? Et on vous conseille quand même, avant de venir le jour J et de passer votre examen, c'est très important, il faut vivre une simulation. Mettez-vous dans les vraies conditions d'examen. Faites un examen de 230 minutes, hein, parce que l'examen dure 4 heures moins 10. Lancez sur votre simulateur d'examen un jeu de 180 questions, comme en vrai mode d'examen. De préférence, vous devez être seul, hein, vous êtes dans votre salle ou dans votre chambre, voilà, tranquille, euh, pour contrôler, est-ce que vous arrivez à gérer le temps, c'est important. Est-ce que vous arrivez à gérer le stress, la lecture, les émotions? Il y a beaucoup d'émotions derrière, hein, donc déjà quand vous faites ou vous passez votre examen en ligne, rien que le stress d'organiser la salle, celui qui vous contrôle à distance, le procteur qui vous regarde, qui vous suit, qui vous demande de ne pas mettre des notes sur la table, de faire le tour de 360 degrés. Voilà, préparez-vous à tout ça. Donc c'est bien de faire au moins une fois une simulation dans des conditions réelles. Et avec tout ça, on pense vraiment que vous pouvez réussir votre examen. Et bien sûr, on reste engagé à vous accompagner sur ça. Bon, je cède la parole à Adélaïde pour recenser, bien sûr, avec plaisir, vos questions. Oui, alors on avait une question sur la langue de l'examen, hein, principalement. Ouais, Donc, est-ce qu'on peut le faire quand même en français, même si les mises à jour ne sont pas toutes oui. en... Alors, très bien, très, très bonne question. Tout est en français. Alors, le guide sur le processus, c'est pas le fond, on est d'accord, c'est pas la référence de base pour votre examen. Hein. La référence de base, c'est votre support HelloChoice. Il est en français. Donc, quand vous êtes en formation, vous dites à votre partenaire, je souhaite avoir une version française. Donc, le support de cours officiel, il est en français. Il est également en anglais, donc c'est votre choix. Le PMBOK V7 et V6, les deux sont en français et en anglais. Donc, c'est bien. Bon, le guide sur le process, c'est un complément et la traduction viendra. Après, franchement, moi, je conseille, pour ceux qui sont plus à l'aise aussi sur le français, de le passer en français. Pourquoi? Parce que vous avez un bonus quand vous le passez en français. Le jour de l'examen, vous pouvez switcher sur l'anglais. Vous savez que quand PMA fait des questions d'examen, ils font pas de texte en fait. Ils font une seule question en anglais et après ils traduisent. Et quand on traduit déjà une phrase qui est compliquée, qui est peut-être qui est très compliquée sur le plan formulation, vous savez que les Américains aiment bien tourner des phrases en négatif. Quel élément de ce qui est cité n'est pas la meilleure solution? Donc on vous pose des questions négatives. Donc si on ajoute deux, trois mots techniques et on ajoute du français, parfois ça donne un non-sens. Donc quand vous le passez en français, vous avez à un instant T la possibilité de switcher et voir le texte anglais de chaque question. Donc on conseille quand même de rester sur du français. Si vous êtes dans un contexte anglo-saxon,
vous êtes vraiment très très à l'aise et vous utilisez vraiment ces mots techniques, faites-le en anglais, mais j'insiste, ça n'a aucune importance sur la valeur de votre diplôme. On obtient tous la même certification, on passe l'examen en italien, en français, en anglais, c'est toujours la même certification. On vous teste sur vos compétences en management de projet, pas en compétences linguistiques. D'accord? Bon, le guide process, c'est marginal, franchement, c'est un plus, et c'est pas le support de base. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, donc on a une autre question. Donc, pour l'examen CAPM, en fait, où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe? Ah oui, ouais, c'est une très bonne question. Récemment, j'ai animé une session combinée PMP et CAPM. Alors, avant janvier 2023, il y avait un vrai déphasage. Le CAPM n'est pas à jour, il n'y a pas d'agilité, il reste vraiment à 100% sur la version 6 PMBOK. Maintenant, janvier 2023, PMI a aussi annoncé la même chose, ECO, grande ligne d'examen pour le CAPM, l'agilité, d'accord? Ils ont aussi des domaines de connaissances, donc ça reste aligné aujourd'hui, hein. On peut faire une formation PMP et ça va nous préparer à faire du CAPM, qui peut le plus, peut le moins. Après, c'est juste une question d'expérience en fait. Finalement, et pour vous dire la vérité, franchement, parfois j'ai des candidats CAPM, quand je les mets en test des questions PMP, ils donnent des bonnes réponses, ils sont bien. C'est juste un problème qu'ils n'ont pas 3 ans d'expérience, d'accord, ou ils n'ont pas peut-être le diplôme qui justifie, voilà, ils ont peut-être besoin de 6 ans d'expérience. Ils préfèrent commencer avec du CAPM. Donc, pour récapituler, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. À partir de janvier 2023, l'agilité, elle est dans le CAPM. On peut peut-être vous partager ou on vous invite à voir un peu le CO. Donc, visitez le site pmi.org, cherchez dans la rubrique certification CAPM. Il y a un document, exam Content Outline Update 2023. Et là, il vous explique le contenu CAPM. C'est vraiment bien aligné avec PMP, l'agilité, le business analyst, le prédictif aussi qui reste. Donc, quand on fait une PMP, on est sûr aussi de couvrir CAPM. Avant, ce n'était pas le cas et heureusement que ça a été mis à jour. Très bien. Alors, une autre question. Donc, le support Low Choice est-il disponible sur le site du PMI si l'on devient PMI member? Non, c'est une plateforme, c'est pas le site pmi.org, c'est HelloChoice, pmi-hellochoice.com, je pense quelque chose comme ça. C'est une plateforme éducative, c'est la propriété du PMI, mais vous n'aurez accès, en fait, comment ça se fait? Quand vous êtes inscrit à une formation avec un organisme bien sûr accrédité, il va vous envoyer un code. Bon, l'étape primordiale, c'est de créer un compte, login, mot de passe sur le site du PMI. Ces deux plateformes, le site de PMI.org et le site HelloChoice, fonctionnent avec le même login, mot de passe. Mais quand vous êtes logué sur PMI HelloChoice, il va vous demander un code, une sorte de voucher, on va dire. C'est le partenaire qui va vous envoyer ce code pour activer votre cours. Donc non, c'est pas téléchargeable. Ce qui est téléchargeable sur le pmi.org, c'est les PMBOK 6 et 7, version 6, version 7, le guide sur les process, tout votre dossier d'éligibilité, bien sûr, vous le faites sur le site pmi.org. Euh, pour visualiser vos certifications, pour suivre les PDU, les heures de formation, une fois que vous êtes certifié, vous faites ça sur le site officiel PMI. Le PMI et le Choice, c'est vraiment une base éducative pour télécharger le cours qui n'a rien à voir avec PMI.org. Mais c'est la propriété du PMI, bien sûr. Statistiquement, quel est le taux de réussite et à partir de quelle note générale il y a admission? Alors, c'est une question qui ne me choque pas, mais malheureusement, je ne peux pas vous confirmer la réponse. C'est pas parce que je ne l'ai pas, c'est parce que les Américains en général, donc PMI en fait partie, ils n'affichent pas et ne communiquent pas un taux de, comment dire, de réussite pour l'examen. Certainement, ils ont ce taux en interne, ça c'est sûr, parce que d'ailleurs, pour créer votre dossier d'éligibilité, ils vont vous demander pas mal d'informations. Ils ont pas mal de statistiques, ils ne les partagent pas. Mais retour d'expérience, on peut dire à partir de 67% de bonnes réponses, sans s'engager hein, franchement sur ça. On peut dire que c'est un cas congratulations, you pass, you succeed, donc vous avez obtenu votre certification, mais pas de communication officielle. Alors, il y a même une question, parfois, il nous pose des questions, quel est le taux de réussite de QRP, par exemple? Même pour ça, c'est encore biaisé. Pourquoi? Parce que vous, quand vous allez faire la formation avec QRP, vous n'êtes pas obligé d'informer QRP que vous avez réussi votre examen. Il y a certains qui le font,
d'autres qui ne le font pas. Donc, imaginons que vous êtes 20, que 2, ils vont dire à QRP, aujourd'hui, on a passé, on a réussi l'examen, alors que les 18 l'ont réussi, ils ne l'ont pas dit. Si on sort des statistiques, ça va être biaisé. Moi, en tant que formateur, bon, je garde aussi des groupes WhatsApp. J'ai peut-être plus d'informations par rapport à ça, mais encore, c'est biaisé parce que même à travers les contacts, les emails, les WhatsApp, il y a des personnes qui restent un peu discrets. Voilà, ils ont réussi et c'est vrai, hein, ça arrive. Je connais des participants, ils sont certifiés, ils communiquent ni sur LinkedIn, ni sur WhatsApp, ni rien du tout. Ils n'affichent même pas ça sur le profil. Bon, voilà, chacun, c'est relatif. On peut pas dire c'est bien, c'est pas bien. Donc, les statistiques qu'on va vous donner vont être biaisées et PMI ne donne pas des statistiques ni par rapport au nombre de questions qu'il faut avoir pour passer, ni par rapport au taux de réussite, malheureusement. Bon, c'est un peu l'esprit américain, c'est pas que PMI. Si vous prenez l'ISACA, qui certifie dans tout ce qui est audit, sécurité informatique, pareil, pas de taux affiché. Une autre question, selon vous, combien d'années d'expérience faut-il pour passer l'examen? Alors, si vous êtes titulaire d'un bac plus 4, il vous faut 3 ans, pas plus, d'expérience. Si vous avez un bac ou moins, il vous faut 6 ans d'expérience. D'accord? Donc finalement, si vous êtes bac plus 4, 3 ans, c'est suffisant pour réussir l'examen PMP. Et franchement, ce que je peux vous dire, moi je l'ai remarqué, hein, réussir l'examen PMP, c'est pas une question que d'expérience. L'expérience, certes, elle va vous aider. Vous allez vivre une situation dans la question d'examen. Vous dites, non mais moi je l'ai vécu cette situation, donc je sais répondre. Donc vous êtes vraiment bien guidé par votre expérience, mais ce qui va vraiment conditionner votre réussite, c'est votre engagement. Je connais des personnes avec 3 ans d'expérience qui ont pris les choses au sérieux après formation, qui ont bien préparé, qui ont réussi leur examen, d'autres qui ont 20 ans d'expérience, qui ont laissé traîner, qui n'ont pas trouvé le temps et qui n'ont pas réussi. L'expérience ne suffit pas. Bon, pour le dossier d'éligibilité, bac plus 4, 3 ans, ça passe. Un diplôme inférieur, 6 ans. Voilà, donc c'était la dernière question qu'on avait. Ah bah super. Voilà, je te laisse passer à la slide suivante. Je vais présenter un petit peu QRP. Yes. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que QRP propose des formations depuis plus de 20 ans dans le domaine du management de projets, de programmes, de portefeuille, la gestion des services informatiques, l'agilité et la conduite du changement. Et donc, en ce qui concerne le parcours de formation et de certification, plusieurs modalités de formation s'offrent à vous. Donc, QRP propose des formations certifiantes PMP et CAPM, donc en présentiel à Paris, en classe virtuelle, mais également en intra-entreprise dans vos locaux. Donc, QRP, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un ATP, donc Authorized Training Partner du PMI. Et donc, en tant qu'ATP, QRP et ses formateurs ont suivi le programme du PMI qui s'appelle Train the Trainer et ils utilisent du coup le support pédagogique officiel. Donc, ça vous permet de vous assurer, en fait, tout simplement, d'être formé par un organisme de confiance avec un support officiel et mis à jour, comme l'a dit Ekel, c'est quand même très important, et par des formateurs qui sont agréés et formés eux-mêmes. Voilà. Donc, notre formation inclut donc l'inscription au PMI d'1 an, l'examen PMP, la lecture préparatoire, donc le support pédagogique officiel, le guide PMBOK qui est donc disponible sur la plateforme dans la langue de votre choix, le kit PMI Choice, une checklist du chef de projet. Il y a également des ressources d'apprentissage en ligne comme des quiz, des tests de vérification, etc., des vidéos, et donc le simulateur d'examen. Par ailleurs, donc, la formation PMP est éligible au CPF. Et récemment, si votre entreprise est adhérente de l'OPCO Atlas, QRP a été sélectionné par l'OPCO Atlas pour les actions collectives. Et donc, en fait, vous pouvez faire financer toute ou une partie de cette formation via les fonds de l'action collective. Donc, ça, c'est nouveau et c'est quand même très, très pratique si vous souhaitez former vous-même ou vos collaborateurs à la formation PMP, donc c'est finançable via l'OPCO Atlas. Voilà. Donc, pour vous remercier donc aujourd'hui de votre présence, je vais également vous faire parvenir par mail le code pour enregistrer donc les PDU pour contribuer au maintien de votre certification, hein, donc pour le fait d'avoir regardé le webinaire. Et ensuite, c'est une petite surprise, donc c'est que on vous offre un bon de 10% de réduction valable sur nos 2 prochaines sessions de formation PMP qui auront lieu
du 22 au 26 mai 2023 pour la première. Et puis ensuite, on a une deuxième session du 12 au 16 juin 2023. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser ce bon. Et le webinaire touche à sa fin, donc je voulais te remercier infiniment. Merci Et puis, infiniment, Liane. je voulais également remercier vous tous pour votre participation. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous contacter directement. Voilà, on reste à votre disposition. Voilà, merci infiniment. Merci infiniment, très bonne journée et bonne continuation. Surtout, on reste engagé à vous accompagner pour réussir, bien sûr, votre certification PMP. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, ciao, ciao.